Et nous accueillons donc Samuel Pruvot, bonsoir. Vous êtes Bonsoir. grand reporter à Famille chrétienne. C'est vous qui avez interrogé les parents du petit Émile, un témoignage que l'on va découvrir dans le sujet qu'on va écouter dans un instant. Vous allez ensuite nous dire dans quel état d'esprit il se trouve. On compatit évidemment avec le calvaire qu'ils vivent, puis on va essayer de démonter certains des mensonges qui ont été proférés à leur rencontre. Mais d'abord, Célia Barotte, le point sur ce qu'on dit, ce que vous ont dit les parents du petit Émile. 7 mois après la disparition d'Émile, ses parents sortent du silence. Pour le magazine Famille chrétienne, Marie et Colomban ont souhaité répondre aux différentes rumeurs, comme l'explique le père de famille. On m'a reproché par exemple, ainsi qu'à mon beau-père, d'être trop directif pendant les battues. Parfois il n'y avait pas de gendarmes avec les volontaires et il fallait bien guider les gens pour avancer en ligne sur des reliefs compliqués. Le couple dénonce de fausses accusations sous prétexte qu'ils sont catholiques, notamment de la part de certains médias qu'ils jugent vicieux. Il a fallu beaucoup d'inhumanité à certains pour se moquer de la disparition d'Émile et pour d'autres s'en réjouir sur les réseaux dits sociaux à cause de nos opinions réelles ou supposées. Ce sont de petites contre-vérités. Cela n'est peut-être pas très important, mais leur accumulation à la longue est révoltante. C'est douloureux de voir certains parler pour ne rien dire sur nous, alors qu'il s'agit de notre fils disparu. C'est pour cette raison que Marie et Colomban ont accepté pour la première fois d'en dire un peu plus sur leur vie privée. Nous n'avons pas honte d'aimer la messe traditionnelle à laquelle nous assistons dans notre diocèse. Nous y animons d'ailleurs en famille la chorale polyphonique et grégorienne. Nous nous considérons avant tout comme des catholiques de l'Église romaine. C'est donc grâce à leur foi, aux messages de soutien venus du monde entier et au travail des enquêteurs que les parents d'Émile gardent espoir. Voilà pour ce qui a été dit dans les grandes lignes. Samuel Pruvot, dans quel état d'esprit d'abord avez-vous trouvé ses parents ? J'étais vraiment surpris par leur force intérieure. Il n'y a pas d'autre mot. En fait, le choc, c'est que, comme tous les Français, moi, j'ignorais leur visage, j'ignorais leur profil. Et quand je suis arrivé, j'ai vu vraiment de très jeunes parents. Et ils ont quel âge ? Je n'ai pas l'âge exact, mais je pense que 25 ans, c'est vrai, ça serait vraiment déjà très vieux pour eux, quoi. Et du coup, j'étais très choqué en me disant, moi comme père et comme grand-père, en disant... comment est-ce que des jeunes peuvent porter une croix aussi lourde, en fait. Enfin, c'est impossible pour tout le monde. Mais intérieurement, je me suis entendu dire non, pas eux, c'est pas possible que ça soit tombé sur excusez-moi, des gamins comme eux, quoi. Donc c'est ça et leur état d'esprit, au-delà du langage verbal ou non verbal, c'est une sorte de, comment dire, le mot le plus juste, c'est une maturité qui ne va pas en fait avec les événements et avec leur âge en fait. Normalement, à leur âge, quand on a 25 ans, on n'est pas confronté à des problèmes de ce type. C'est des problèmes surhumains. Et du coup... Ils avaient besoin de s'exprimer. Les enquêteurs, ils le disent, leur avaient dit « taisez-vous ». Ils l'ont respecté scrupuleusement. Et puis finalement, ça s'est retourné contre eux. Alors en fait, ça s'est retourné au sens, vous voyez, d'une sorte de cocotte minute. Parce que parfois, on a cru qu'ils ne s'étaient pas exprimés parce qu'ils vivaient en autarcie ou parce qu'ils étaient sectaires ou parce qu'ils avaient peur, peut-être parce qu'ils n'avaient rien à dire. Effectivement, tout ça est un peu débile et surtout grave. Mais en fait, ils ont voulu s'exprimer comme une cocotte minute qui débordait à un moment donné parce que, en tout cas, c'est la raison pour laquelle ils nous ont contactés, ils m'ont contacté, d'abord pour dire merci. Alors ça peut paraître un peu bizarre, mais ce qui leur permet de tenir jusqu'à ce jour, d'après ce que j'ai compris, c'est tous ces Français anonymes qui, qu'ils soient chrétiens ou pas, en fait, ont exprimé leur humanité, leur soutien, leur affection vis-à-vis d'eux, vis-à-vis de leur fils. Et par des lettres, par des messages, par des mails. C'est très important, exactement. Voilà. On pourra revenir à certains détails qui sont vraiment très touchants. Et à un moment donné, en fait, bien sûr, ils ont respecté les consignes des enquêteurs, mais à un moment donné, ils se sont dit, ça tourne trop vinaigre, parce qu'on raconte parfois tellement n'importe quoi sur nous. Par exemple je ne suis pas leur porte-parole, mais pour aller à l'essentiel et dire les choses de manière un peu brutale, beaucoup de nos confrères, pas tous, heureusement, ont considéré que ces parents vivaient en autarcie, qu'ils étaient à droite, très à droite, trop à droite, qu'ils n'étaient même plus dans l'église, qu'ils étaient intégristes, qu'ils étaient lefévristes, peut-être même, alors ils ne l'ont pas écrit, mais c'était suggéré, avait-il un portrait de Mussolini dans la cuisine. Et donc, peut-être même que le grand-père, d'ailleurs, battait ses enfants et ses petits-enfants, donc il avait un profil inquiétant. Et ça, c'est la goutte qui fait déborder le vase, parce que il y a tellement de choses qu'on ignore dans cette affaire, donc d'ajouter des éléments qui sont des éléments faux à une somme en fait d'inconnaissance. Là, je pense qu'à un moment donné, c'est pas du tout qu'ils ont pété les plombs. Ils se sont dit bon, d'abord, il faut dire merci
Et nous en profiterons, ce n'était pas l'essentiel, mais nous en profiterons quand même pour rétablir certaines contre-vérités, parce qu'on en a beaucoup souffert. Ah, bien sûr. Samuel Prévost, vous êtes le grand reporter de Famille Chrétienne, c'est vous qui avez interrogé ses parents. Il y a eu une grande émotion nationale. Et là-dessus, ils ne se sont pas trompés, les parents, parce qu'ils ont reçu. Et puis, il y a eu effectivement certains confrères qui se sont comportés de façon inadmissible. Je pense, par exemple, à une émission sur une chaîne de télé qui dit « Disparition Émile, le profil particulier du parent du petit garçon catholique traditionnaliste engagé dans un mouvement néofasciste dissous par Emmanuel Macron en 2019 ». Mais comment peut-on dire cela? Comment peut-on résumer les parents qui vivent un tel drame à ces mots, à ces phrases? Alors, en fait, je pense que ça fait partie... Bien sûr, le choc principal, c'est la disparition de leur fils, de savoir s'il est vivant ou pas. Mais dans de telles situations, effectivement, ces allégations sur leur foi, sur leurs convictions, non seulement d'abord c'est hors sujet, mais ça rajoute en fait du mal au mal. Pour prendre une image très simple, c'est comme quelqu'un qui est à terre et qui vraiment implore en silence, parce que ce sont des gens dignes, donc ils n'implorent pas, mais en tout cas en silence, ils aimeraient bien en fait qu'on les secoure d'une manière ou d'une autre, et quelqu'un arrive, en l'occurrence un média ou un autre, et leur donne un grand coup de pied dans la figure alors qu'ils sont à terre. Et donc ça, je veux dire, c'est le coup de pied de trop, et puis un coup de pied dans la figure, non seulement ça fait mal, mais ça dure, c'est-à-dire que aujourd'hui, à l'heure où on parle, ces contusions qu'ils ont au visage et partout, ces bleus à l'âme, ils vont pas guérir demain en fait. C'est une grande leçon de courage. C'est une très grande leçon de courage. Qu'ils nous offrent. Alors après, pour répondre à votre question, une fois qu'ils ont accordé leur confiance, ils ne cachent pas leur conviction, leur foi, leur engagement. Et je ne vais pas vous dire ce soir que ce sont des militants de la gauche radicale, que ce sont des catholiques progressistes qui voudraient que les prêtres se marient, que les dames deviennent tous des évêques. C'est pas du tout leur profil. Mais je vais dire, d'une part, c'est pas le sujet, mais ils assument ce qu'ils sont, mais surtout, ils essayent de dire avec fermeté et dignité, le sujet essentiel, c'est la disparition de notre fils. Par ailleurs, nous sommes chrétiens, nous sommes catholiques, c'est vrai que nous aimons la messe en latin, mais encore une fois, nous faisons partie, on pourrait revenir, de la grande famille catholique. Et du coup, ce qu'ils détestent, c'est que des personnes se permettent de jeter l'anathème. Imaginons, ça arrive d'ailleurs rarement, que le pape dise, voilà, Laurence Ferrari est anathème, bon, c'est pas très rigolo. Mais là, en fait, c'est des gens qui ne sont souvent pas dans l'Église catholique, qui jettent l'anathème et qui décident qui est dans l'Église catholique. Je veux dire, il n'y a que le bon Dieu qui le sait d'ailleurs, et le pape lui-même n'ose pas le faire. Donc, qui sont ces médias qui osent les faire sortir de l'Église catholique? Et encore une fois, il faut rappeler la grande émotion des Français après cette disparition. On fait une toute petite pause. On vous retrouve dans un instant, Samuel Prévost. On essaiera de savoir où en est l'enquête sur la disparition de ce petit garçon. Comment un enfant de 2 ans et demi peut-il se volatiliser dans notre pays? Nous sommes en 2023. On y répond dans un instant dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. À tout de suite. Nous sommes avec Samuel Prévost, grand reporter à Famille Chrétienne. C'est vous qui avez interrogé les parents du petit Émile, 2 ans et demi, qui a disparu début juillet dans la commune du Haut-Vernay. Un long témoignage qu'on retrouve dans votre journal où ils abordent, on l'a évoqué, les propos malveillants qui ont été tenus à leur encontre, et puis où ils abordent aussi l'enquête. Alors, ils disent nous n'avons pas d'informations particulières à communiquer, l'enquête continue. Ils ne savent pas où être leur enfant. On se demande comment on peut se volatiliser à 2 ans et demi dans notre pays. Mais ils ne savent pas. L'enquête, on sait, progresse, mais eux, ils n'ont aucune idée de ce qui s'est passé. Alors en fait, ça paraît quand même fou, effectivement, que ces parents n'aient aucune idée ou aucune hypothèse. Et après l'interview, je me suis permis justement de revenir vers eux en disant, en fait, il y aura quand même des questions auxquelles il faudra donner peut-être quelques éléments de réponse, même ténus. Et en fait, ce que Marie, donc la maman d'Émile, m'a dit ce matin, en fait, c'est vrai qu'ils ne se rendent pas compte, mais c'est comme des coups de poing à l'estomac. Elle dit, en fait, moi, je suis sa maman, je ne suis pas chargée de l'enquête. Et quand on a dit qu'on faisait confiance en fait aux gendarmes, on leur fait vraiment confiance. Et on a déjà tellement apporté, on ne va pas apporter en plus l'enquête. Et puis elle a précisé avec pas mal de pudeur, vous vous rendez compte, si jamais nous on jouait mentalement avec les hypothèses, il est là, en fait il se serait déjà jeté par la fenêtre. Donc ils n'ont aucune idée de l'endroit où... Ouais. Ce qui ajoute à leur douleur et à leur torture quotidienne. Quoi. Ils demandent un miracle à Dieu, c'est ce que vous racontez dans cette interview, c'est ce qu'ils vous disent. Ils s'en remettent encore une fois à Dieu pour cela. C'est là aussi, c'est vrai que c'est quand même difficile à comprendre pour le commun des mortels. En même temps, le mot miracle, il fait partie de la langue française. Il peut y avoir un miracle au sens large, pas forcément l'intervention du surnaturel, mais pour eux, en fait, c'est dans les deux sens du terme. Un miracle, c'est un retournement étonnant.
je leur souhaite, et c'est vrai que c'est arrivé dans des affaires similaires, ça arrive malheureusement pas souvent, mais c'est arrivé. Mais en plus, ils rajoutent un sens surnaturel. En fait, il se trouve qu'ils sont très liés à cet espace qui est près de Notre-Dame-du-Lot. On est dans les Alpes de Haute-Provence. Et il y a très longtemps, au XVIIe siècle, il y avait une jeune bergère voyante qui a rencontré entre guillemets, qui a rencontré la Sainte Vierge. Ça a duré plus de 50 ans, les apparitions, donc elle ne l'a pas vue qu'une fois. Et en fait, il se trouve qu'en ce moment, il y a un processus de reconnaissance, de béatification de cette fameuse Benoîte Rancurel. Et vous savez peut-être que pour que quelqu'un soit déclaré bienheureux et ensuite saint, en fait, il faut demander à Dieu justement des miracles explicites. Et du coup, ils prennent, entre guillemets, Dieu au mot. Et voilà, moi j'ai un peu les larmes aux yeux. Ils disent à Dieu, en fait, après tout, tu étais capable de marcher sur les eaux, ben, tu es capable de nous ramener ton fils. Et moi, je dis, c'est vraiment des parents extra. Et c'est une foi qui... Voilà, nous, à Famille Chrétienne, on rencontre beaucoup de gens qui ont la foi. Et ben là, vraiment, j'ai été estomaqué. Ils disent, on imagine forcément le pire, mais on ne peut pas s'empêcher d'espérer. Oui, c'est ça. En plus, c'est dit avec simplicité. Et puis moi, j'ai essayé de ne pas leur montrer l'énormité de ce qu'ils disaient, parce que c'est très fort, c'est très beau. Ils ne se rendent pas du tout compte, en fait. Même, vous voyez, de l'émotion nationale. Ils m'ont dit qu'il a fallu beaucoup de temps pour qu'ils se rendent compte qu'en fait, qu'il y avait toute la France derrière eux. Et en fait, c'est en recevant les lettres qui se sont dit, c'est dingue. Il y a même des gens qui envoyaient des lettres. Souvent, ils écrivaient depuis les EHPAD. Et du coup, ils mettaient une enveloppe et puis ils mettaient aux parents d'Émile. Et ils m'ont montré une enveloppe c'était magnifique. Ils avaient écrit avec une écriture tremblante, merci monsieur de faire le facteur, de faire tout ce qui est dans votre pouvoir pour que cette lettre parvienne. Et donc, il y a plusieurs facteurs qui se sont débrouillés pour que ça arrive dans ce petit bled minuscule. Donc, bravo aussi pour le coup au service public. Là, bien sûr. Là, on se dit, là, voilà, c'est le meilleur de la France. Il y a des gestes admirables et puis il y a des gestes absolument... Et il y en a des centaines, des milliers de gestes. Oui, et on rend hommage à tous ceux qui leur ont vraiment donné de l'énergie. Et puis, vous le disiez, pratiquement une tentative de cambriolage chez eux ce matin. Des journalistes qui ont tenté de pénétrer à leur domicile. Le cambriolage est juste. Effraction. Effraction, parce que j'évoquais avec eux la question du harcèlement médiatique. Alors, nous, journalistes, on n'aime pas cracher sur notre profession, et je pense que c'est juste, on est un beau métier. Mais ils m'ont dit, sachez que malheureusement, ça continue. Ce matin, en fait, ils habitent quelque part pas loin de Marseille. Et ce matin, ils ont été obligés d'appeler la gendarmerie parce que plusieurs journalistes tentaient, de les interroger, mais concrètement, tout ce matin, en faisant une intrusion chez eux, quoi. Et c'est proprement inadmissible, en fait. Je veux dire, moi, journaliste, je m'adresse aux autres en disant, mais arrêtez le massacre, arrêtez le massacre. Merci beaucoup Samuel Provost de ce très beau témoignage. On peut retrouver cette interview que vous avez faite dans Famille Chrétienne, les parents du petit Émile. Voilà, merci beaucoup d'être venu témoigner. Merci.